Ok, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de faire partie de cet événement. Asia Liberty Forum, c'est quelque chose de génial. C'est un privilège d'y être. Et puis, je suis très ravi de pouvoir être parmi les gens qui participent à la première édition en français en ligne. Je voudrais également remercier Gisèle et Aimable pour être avec nous. Aimable qui gère le CDE au Burundi et Gisèle de Audace Institut Afrique. Merci d'être avec moi et c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Donc, je vais commencer directement avec notre session. Je me demande si vous pouvez un peu nous décrire la situation dans le pays dans lequel vous opérez. Je vais commencer par Gisèle tout d'abord et puis ensuite Aimable. Merci beaucoup, Patrick, de cette opportunité. Puis merci beaucoup à Atlas Network de me faire participer à cet événement. Je salue tous ceux que je connais derrière leurs ordinateurs, les groupes de Libre Afrique et toute mon équipe et tous les autres francophones d'Afrique. Audace Institut Afrique est basé en Côte d'Ivoire, donc on peut dire que la Côte d'Ivoire est le moteur économique de la sous-région ouest africaine, mais malgré tout, ça reste un pays qui a un index de la liberté économique relativement faible, bien qu'il progresse discrètement chaque année. On est autour de 6 et il y a deux points particulièrement négatifs qui sont la justice qui est totalement chaotique et l'accès à la propriété qui est très compliqué. Il y a énormément de corruption dans le pays. Donc, c'est un pays qui a énormément de potentiel, mais qui finalement a du mal à progresser. Et on se rend compte que malgré des taux de croissance importants, la population reste pauvre et que la pauvreté même croît au même rythme que la croissance. Donc, c'est les ambiguïtés du manque de liberté économique. Merci Gisèle. Aimable, c'est à toi. Merci beaucoup, professeur Mardini. C'est un honneur d'être l'un des participants dans ce forum extrêmement important pour les pays francophones comme le Burundi. Comme le professeur l'a souligné, je suis ici au nom du CDI, un groupe de réflexion basé au Burundi et dans la région des Grands Lacs. Et je tiens aussi à remercier Atlas d'avoir pensé cette session qui est une première session organisée en langue française dans le cadre de la promotion de la liberté dans des pays en voie de développement comme le Burundi. Alors, comme vous venez de le souligner, le CDI travaille au Burundi. Nous travaillons dans un pays où on retrouve plusieurs défis, un pays qui a connu beaucoup de défis tels que la dégradation de la liberté, la dégradation de la démocratie. C'est un pays qui est l'un des pays qui se retrouvent parmi les pays qui ne favorisent pas la liberté économique dans le monde. Il est classé parmi les 10 derniers pays dans le monde. Le Burundi fait partie des pays les plus pauvres au monde. En 2005, quand le régime actuel a pris le pouvoir, c'est-à-dire le CNDD dirigé par le fait Pierre Nkurunziza qui vient d'être remplacé par le président Ndayishimiye du même parti, du même courant politique, le pays avait un taux de pauvreté de 65%. Et après 15 années de régime, du même régime, le Burundi a un taux de 75% de pauvreté. Et cela est causé par le gouvernement qui essaie de limiter la liberté de choix de pas mal d'individus. Si je me réfère, si les indicateurs de la liberté économique, par exemple, le Burundi est le mauvais élève dans toutes les zones de la liberté économique, notamment la taille du gouvernement. Le Burundi fait partie des gouvernements qui dépensent beaucoup et qui met en place différentes taxes et impôts pour nuire la vie des gens au Burundi. Les droits de propriété ne sont pas respectés.
Lorsqu'on parle de la monnaie burundaise est l'une des monnaies les plus instables au monde, avec une inflation extrêmement dangereuse. Lorsqu'on parle de la liberté de commerce à l'étranger, là, je ne pourrais pas en venir au bout parce qu'on a autant de barrières qui fait que le Burundi ne puisse pas favoriser ce commerce, que le Burundi puisse commercer avec 7 milliards de la population mondiale, là que le Burundi, c'est juste 11 millions. Si je parle de la réglementation au niveau du crédit du travail, donc c'est tout un mascarade que notre pays, que notre organisation fait partie. Et je pense que Mardini connaît beaucoup plus le Burundi parce qu'il fait partie des gens qui ont vécu ici au Burundi. Et le Burundi, c'est l'un des pays où le CDI est implanté et essaie de travailler pour résoudre différents défis. Très bien, merci aimable. En effet, ma visite au Burundi était très exceptionnelle et j'ai pu comparer la beauté de ce pays euh, avec ces fameux poissons et ces lacs, mais aussi de voir malheureusement la pauvreté et le système qui a besoin de beaucoup d'amélioration. Merci pour cette description très éclairante. Et je voudrais passer à notre thème. Est-ce que vous pouvez, Gisèle, nous parler un peu de comment vous avez commencé votre organisation et le travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui sur le terrain? D'accord, merci. Le début de l'histoire de l'organisation, c'est il y a un petit peu plus de 10 ans. C'est parti du constat de la réalité dans le pays où même si tu es Einstein, finalement, tu n'arrives pas à développer ton affaire et à faire progresser tes idées. Donc, à partir de ça, avec toutes les entraves, quand je regardais autour de moi et avec quelques amis, je voyais que malgré tout, dans les universités, que ce soit les profs ou les étudiants, la majorité était marxiste ou au mieux keynésien, malgré cet environnement où l'État est totalement défaillant. Donc, c'est cette ambiguïté très criante qui nous a amenés avec un petit groupe à créer Audace Institut Afrique, donc il y a un petit peu plus de 10 ans. Et à partir de là, on a essayé de déterminer, et je crois que ça c'est important quand on commence une organisation, de déterminer ce que Matt Warner, dans une conférence récente, a appelé l'étoile du Nord, c'est-à-dire cette petite lumière qui nous guide vers le bon port. Voilà, donc cette petite lumière, ça a d'abord été de planter des graines de liberté, puisque c'était le désert total. Donc, ça a commencé par de la formation pour les jeunes. Et là, je dois dire qu'Atlas Network a été la première fondation à nous faire confiance. Donc, ça a été vraiment le début de l'histoire, grâce à eux, pouvoir faire le premier séminaire qui nous a apporté un groupe d'étudiants. Et à partir de là, nous avons fait de la formation de masse dans les universités pour amener à changer les idées, ou en tout cas la manière de donner, à réfléchir différemment. Et à côté de cela, nous avions des formations plus solides, des formations de formateurs qui duraient 6 mois et qui nous a permis de former des groupes de 25 personnes tous les 6 mois pour avoir des formateurs qui allaient pouvoir diffuser les idées, parce que je dois dire que les idées de liberté n'étaient pas connues et au contraire faisaient peur, alors même que c'était la solution. Donc voilà le début de l'histoire. Après, il y a eu la formation, tous les programmes de formation d'Atlas. J'en ai bénéficié moi-même et mon équipe en a bénéficié aussi. Certains d'ailleurs nous regardent aujourd'hui. Et donc il y a cette formation et j'ai eu l'immense privilège, et je dois le dire, d'avoir eu pendant 1 an comme mentor Linda Whetstone, que tout le monde connaît à la fondation Atlas, et qui a vraiment été pour moi un déclic et qui m'a beaucoup inspirée et beaucoup aidée sur le chemin. Voilà, donc à partir de ça, quand il y avait de la formation, qu'il commençait à y avoir des équipes qui avaient cette étoile du Nord vers laquelle nous souhaitions aller, et cette étoile, c'est vraiment créer un groupe de jeunes et de personnes qui soient capables de défendre la liberté. C'était vraiment ça notre première étoile.
Et à partir de là, nous avons avancé dans la flexibilité. Et je pense que ça, c'est hyper important dans une organisation, c'est ne pas se fixer un business plan rigide, mais au contraire, d'être toujours dans l'action, dans le mouvement, attentif à toutes les opportunités qui peuvent se présenter, aussi bien en termes de ressources humaines que de participation à des événements, voilà, parler au maximum de gens et s'adapter et saisir les opportunités sans être vraiment rigide. Bien sûr, saisir les opportunités dans la mesure où elles s'orientent vers cette fameuse étoile du Nord qu'on s'est fixée au début. Voilà, donc vraiment, c'est la flexibilité. Et après 5 ans, une fois qu'il y a eu un groupe de personnes capables de défendre la liberté, voilà, l'idée, c'était de refaire le bilan et de se dire à ce stade-là, voilà, où est notre étoile, et notre étoile du Nord. Et c'est à partir de là, et je vais peut-être arrêter là parce que ça, c'est plus le début de l'organisation, puisque c'était la question, Patrick, du commencement. À partir de là, nous avons réorienté notre étoile et nous sommes allés plus vers des programmes qui nous aident à influencer les politiques publiques parce qu'il y avait une base suffisante de penseurs qui nous permettaient de promouvoir ces idées pour faire changer au niveau national les politiques publiques dans le sens de plus de liberté pour remédier à la pauvreté. C'est ça notre nouvelle étoile. Merci Gisèle. Je suis très heureux que vous avez signalé, mentionné le travail de Linda, qui est en effet un grand support, je pense, à nous tous ici. Et grand bonjour à Linda si elle nous écoute. J'ai bien adoré la façon dont vous avez décrit comment on fixe les objectifs, comment vous avez fixé des objectifs et puis vous avez créé des stratégies pour les atteindre, pour atteindre votre étoile du Nord et ça c'est très intéressant je pense. Je passe à Aimable. Gisèle a parlé du travail au niveau des idées d'abord, pour diffuser ces idées de liberté que les gens, à un certain moment donné, ont peut-être considérées comme hostiles ou du moins, ils étaient totalement méconnus. Je pense que vous aviez déjà travaillé sur le même schéma. Vous avez commencé par travailler avec les jeunes et puis, à un certain moment, vous avez évolué pour passer à des politiques, à des idées de réforme qu'on peut appliquer et qui peuvent être bénéfiques à la population. Donc, vous avez passé du niveau des idées au niveau des politiques économiques et de réformes économiques. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez commencé et puis, plutôt comment vous avez commencé à travailler sur les idées et comment ensuite vous avez transitionné vers les politiques et les réformes? Oui, merci beaucoup, professeur. Alors, effectivement, je rejoins, c'était en 2015. En 2015, au Burundi, il y avait une crise politique qui avait invité, inspiré les gens à aller dans les différents coins de la ville de Bujumbura pour protester contre le troisième mandat du président Nkurunziza qui voulait prendre par force le pouvoir. Et il y avait des manifestations et parmi les gens qui ont manifesté pour exiger le respect de la Constitution, j'y étais. Mais un militant, un manifestant, le pouvoir de Bujumbura avait de la police, des militaires, des milices, des jeunes membres du parti au pouvoir qui venaient pour tuer, arrêter, emprisonner les jeunes comme moi dans des quartiers qui manifestent pour le respect de la Constitution. Et en ce moment, j'étais jeune, je me disais, moi aussi je dois défendre la Constitution qui est la base de tout ce que nous vivons ici au Burundi. Et comme tant d'autres jeunes, j'ai pu échapper à l'emprisonnement du gouvernement et j'ai fui le pays. C'était en 2015. Et de là, j'ai rencontré d'autres jeunes comme Linda Kavuka qui m'a initié pour la première fois aux idées de liberté. Et en participant, en lisant les livres, en étant en contact avec d'autres personnes, j'ai compris que c'est le moment
que j'utilise une autre voie pour promouvoir les idées, pour promouvoir ce que je pense, mais sans utiliser la voie que j'utilisais auparavant. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à lire, à être en contact avec les gens comme Gisèle, Emmanuel Martin, Linda Whitson, Tom Palmer. J'ai abouti à ce que je puisse même arriver à trouver des livres qui m'inspirent davantage, de comprendre davantage l'importance des idées, l'importance aussi d'avoir des idées qui peuvent aussi inspirer d'autres gens à vous soutenir, à rejoindre aux causes que vous êtes en train de chercher. Après, je pense, 6 mois d'études, 6 mois de réflexion, je retourne dans mon pays, le Burundi, parce que j'étais réfugié au Kenya. Et en arrivant au Burundi, je commence aussi à partager les idées que j'avais eues aux différents groupes de personnes. Bien sûr, les jeunes, on commence par les jeunes. Je travaille avec les jeunes presque 2 ans. Avec ces jeunes, et aussi commence à rejoindre ma cause, la cause de la liberté, la cause du changement social. Après cela, le travail qui était mené par ma personnalité et mes amis au sein de Soul for Liberty commence à devenir un travail au niveau des campus. Et je me dis, non, c'est le moment de passer au campus, vers le terrain, beaucoup plus sur les politiques publiques. J'aimerais souligner qu'avant d'arriver à ce niveau, ce n'est pas seulement les idées que j'avais dans ma tête qui m'aidaient à influencer d'autres. J'ai eu l'opportunité d'avoir des CD. Il y a un CD qui est fourni par Madame Linda Whitson de NFS. C'est un CD qui contient 100 tests extrêmement importants pour comprendre les idées fondamentales pour une société libre. Et je les ai utilisés, je les partagés avec d'autres, ce qui m'a facilité aussi d'attirer l'attention des autres. Il y a aussi le livre qui est beaucoup plus connu de Tom Palmer qui s'appelle « La moralité du capitalisme ». Sur la couverture, il y a ce qu'on appelle « Ce que les professeurs ne vous diront jamais ». Et ce livre a été un boom auprès des étudiants parce qu'ils disaient « Ah, il y a ce que les profs ne nous disent pas ». Et je lui disais « Oui, il y a ce que les profs ne nous disent pas ». Donc, à vous d'apprendre ces idées et de les promouvoir pour un avenir meilleur et libre. Alors, après cela, c'était en 2017, avec le concours des mentorats de Madame Linda Whitson pour continuer à promouvoir ces idées et en discuter avec d'autres d'Atlas, d'autres personnes comme Emmanuel Martin. On a commencé à se focaliser sur la promotion des idées qui peuvent effectivement apporter des réformes au niveau des politiques publiques. C'est là où le travail est devenu beaucoup plus intéressant en allant vers vers des choses beaucoup plus pratiques avec un impact mesurable sur chaque action que nous menons. Alors, pour arriver aussi à ce niveau, il fallait aussi prendre du temps, bien sûr mettre en place le business plan, mais aussi, comme Madame Gisèle a souligné, avoir des idées claires et des objectifs clairs pour influencer positivement ce que nous croyons beaucoup plus meilleur pour notre pays et surtout pour se faire une place dans un pays qui était nouveau face aux idées libérales. Et ce qu'on a fait, on s'est beaucoup plus impliqué dans des formations en ligne de la part d'Atlas Network pour comprendre à travers la Atlas Leadership Academy, pour comprendre le travail d'un think tank, pour cadrer très bien ce que nous faisons, si c'est la mobilisation, si la manière dont on peut faire des campagnes, des formations, tout ce qui peut faire bouger les choses dans notre pays. Voilà ce que je peux parler à ce niveau sur l'adhésion aux idées liées à la liberté, l'immigration vers les idées vers les gens, donc un groupe X vers un autre groupe,
Et une action X vers une autre action. Voilà ce que je peux parler à ce niveau. Merci, merci aimable. Il y a Touré du Mali qui se demande comment il peut avoir accès aux livres dont tu as mentionné. Est-ce que tu peux nous aider sur ce point? Oui, oui. Il y a notre site qui regorge différents livres. C'est www.centerfordevelopment.blitlex.org. Peut-être tu peux l'écrire dans le chat tout à l'heure et comme Oui, ça, Touré pourrait le voir plus facilement, si ça parfait. ne te dérange pas. Génial. Donc, je continue avec Gisèle et là, on va passer aux difficultés. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu des difficultés que vous faites face en Afrique et spécifiquement d'un point de vue financier et comment ça peut impacter les ressources humaines et les talents que vous pouvez attirer en général? Bon, c'est vrai que il faut, quand on parle en Afrique, hein, et le continent est plutôt hostile aux dons. Donc, je ne cache pas que même s'il y a des réussites, hein, c'est le petit bout de l'iceberg qui ressort, cette réussite, mais dessous, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de temps, de bénévolat, de doutes, d'inquiétudes, de remise en cause. Et par exemple, tu sors d'une formation d'Atlas qui vient de te former au fundraising, tu arrives, tu as de beaux tableaux Excel, tu veux mettre en place, et puis tu te rends compte que ça ne marche pas vraiment comme ça chez toi, et tu te dis, mais pourquoi ça ne marche pas? Et puis finalement, tu te dis, mais c'est vrai que le don n'est pas défiscalisé, par exemple, donc il n'y a pas d'incitation pour les donateurs et pour les entreprises à soutenir des organisations comme les nôtres, puisqu'il n'y a pas de déduction fiscale. Bon, après, tu te dis, c'est vrai qu'il y a des difficultés, ça ne marche pas forcément comme dans les cours, mais si j'arrête là, c'est la fin de l'histoire. Donc, il faut trouver des solutions et c'est là que ça devient intéressant. Donc, je crois que tous, hein, derrière nos ordinateurs, on sait que, évidemment, il y a les réseaux sociaux qui sont gratuits et qui nous permettent quand même de bien avancer, mais il y a aussi la création d'un réseau personnel autour du think tank. Donc, je parlais tout à l'heure de la nécessité d'être toujours en mouvement. Là, c'est pareil. Si on veut exister, il faut participer à des événements qui sont organisés par les autres. Il faut essayer de s'immiscer dans les groupes de réflexion au niveau du gouvernement pour être dans les réunions où les décisions se prennent. Donc ça, vraiment, c'est de la présence de terrain. Il faut être partout, dans les événements, dans les cocktails. Il faut être vu le maximum possible et toujours afficher une image de réussite parce que les gens n'aiment pas les losers. Donc, même si on n'a pas un centime pour commencer une formation, il faut toujours parler de cette formation comme si on avait toute la capacité de la mettre en œuvre. Donc, en fait, moi, je vous dis, ça a été notre stratégie finalement, être présent sur le terrain et pas seulement échanger des cartes de visite. Parce que souvent, on pense que faire du réseau, c'est échanger des cartes de visite. Déjà, en donner, c'est vrai, il faut en prendre. Et derrière les cartes de visite, il faut vraiment marquer quoi avons-nous parlé pour faire un suivi efficace de toutes les rencontres que l'on a. Et ça, c'est nécessaire et vital pour avancer dans un environnement. Et à partir de là, aussi écouter sa petite voix hein, aussi, parce que je crois qu'il faut s'écouter. Et quand on a la certitude que le chemin est à un endroit, je crois qu'à un moment, on va forcément trouver les solutions pour y arriver. Mais je crois qu'en résumé, il faut vraiment beaucoup travailler et surtout, comment dire, aussi afficher une très bonne image dans le cadre de nos événements. Il faut que le timing soit propre, il faut que les équipes soient hyper bien formées, que tout soit coordonné, que les intervenants soient de qualité, que les données soient fiables, que les rapports soient remis et envoyés aux participants extrêmement rapidement. Il faut donner l'image de quelque chose de différent, de sérieux. Et ça permet de gagner la confiance des gens autour de nous et de se retrouver avec d'autres organisations allemandes ou autres qui se tournent vers nous et qui souhaitent faire des événements avec nous parce qu'on inspire confiance. Donc, dans un environnement compliqué, c'est ça.
être en mouvement, faire du réseau et faire du bon boulot. Après, c'est vrai, Patrick, tu évoquais le problème des équipes. Et ça, c'est pas évident pour les équipes. Il y a beaucoup de bénévolat où il y a des rémunérations qu'on pourrait appeler des indemnités de transport et autres qui sont extrêmement minimes par rapport à tout le temps et toute l'énergie qu'ils nous donnent. Et là, c'est important que ce soit un comptable, que ce soit un informaticien, que ce soit n'importe qui dans l'étude, dans la structure, pardon, cette personne-là doit regarder vers cette étoile du Nord et doit avoir absolument cette envie d'aller ensemble pour réussir cet objectif. Et je crois que c'est ça qui peut aider ces personnes motivées à être autour de nous dans des situations difficiles. Et c'est vraiment aller dans le même sens. C'est ce qui porte toute l'équipe à avancer. Donc, ça permet d'avoir peu de ressources et malgré tout, d'afficher du professionnalisme et petit à petit capitaliser et puis avoir de plus en plus de gens qui nous font confiance. Mais il faut du temps, il faut de la patience. Alors aussi, il faut donner de son énergie et de son savoir pour travailler avec des stagiaires qui vont bénéficier de notre savoir, mais qui vont aussi pouvoir nous appuyer. Ça, dans un environnement compliqué, c'est une solution. Ce que je conseille aux jeunes organisations aussi, c'est de mutualiser les ressources. Par exemple, tu as dans ton équipe un prof de plaidoirie, tu as dans ton équipe un prof d'économie, un prof de droit. Il va faire des cours gratuits dans une université. En échange, tu vas avoir une salle gratuite pour faire ton prochain événement ou pour faire une formation. Ça, il n'y a pas d'argent qui sort, mais c'est quand même de la création de richesse. Et je crois qu'il faut vraiment privilégier aussi ces solutions quand tu es dans un environnement compliqué. Et après, si tu as 4 sous en poche, alors ce que je conseille, c'est de les dépenser pour la presse parce que ça permet d'améliorer ton image et de montrer à tous ceux que tu rencontres dans ton réseau que finalement, tu existes, tu fais des choses. Et puis, quand tu as des articles dans la presse, ne pas oublier de les envoyer à ton réseau. Et toutes ces cartes de visite que tu as eues sur ton parcours, tu les utilises utilement parce que justement, c'est à eux que tu vas rappeler que tu as fait des choses. Et voilà, c'est un petit peu cette idée de faire boule de neige et de créer de la confiance avec peu de moyens. Et c'est vraiment ce que je voulais partager avec tout le monde, notamment les jeunes organisations qui nous regardent. Génial, merci beaucoup, c'est très éclairant. Aimable, un peu dans la même ligne de questions, quelles sont les difficultés que votre organisation doit faire face et puis comment vous faites pour, par exemple, attirer les talents dans un contexte assez difficile dans lequel vous évoluez? Merci beaucoup. Nous travaillons effectivement dans un environnement beaucoup plus difficile et notre organisation, comme tant d'autres, fait face à de nombreux défis, notamment au niveau de la collecte des fonds, parce que toute organisation a besoin des fonds pour faire avancer sa mission. Et au sein de notre organisation, c'est une organisation qui est composée par des gens qui ont évolué dans le volontariat, dans le bénévole. Et ce qui m'a aidé énormément à continuer à promouvoir notre mission dans la région. Mais tout dépend aussi de la vision des visionnaires de l'organisation. Ça dépend aussi de la passion des gens qui sont en train de contribuer quelque chose au sein de l'organisation. La chance que nous avons voyée au sein du CDI, c'était tout au début, la stratégie d'identification a été, je dirais, efficace parce que l'identification était centrée au niveau des gens qui peuvent contribuer sans entendre aucun retour ou bien aucune rémunération de la part du CDI. Et pour arriver à ce niveau, qu'est-ce qui se passait? Je prenais le temps de discuter avec les gens, je prenais le temps de faire comprendre pourquoi ils doivent contribuer
leurs efforts au sein de notre organisation. Après la compréhension, après avoir compris l'importance du travail de ce que nous faisons, après avoir compris le contexte de notre pays et le rôle d'un think tank comme le CDI dans notre région, et c'était très facile qu'ils intègrent et qu'ils se contribuent facilement aux efforts du CDI. C'était la première fois l'une des stratégies pour attirer l'attention des gens aux efforts de notre organisation. L'autre élément, c'était de chercher des soutiens de part et d'autre, surtout que ce soit au niveau des ressources matérielles, ressources humaines. Vous savez, pour une jeune organisation, on a besoin des gens qui ont plus d'expérience en matière de notre philosophie de changement social. Et j'ai eu la chance d'être connecté par beaucoup de penseurs, vous, Patrick, Gisèle, Hicham, et beaucoup d'autres qui se trouvent dans ce mouvement de liberté, beaucoup plus dans la région francophone. Et des gens comme vous ont contribué beaucoup pour l'avancement de la mission de notre organisation. Des gens qui se donnaient corps et âme à travers des ressources matérielles, des ressources même financières pour que la vision puisse aboutir à ce niveau. Mais aussi, comme Madame Gisèle l'a souligné, il y a aussi la création de l'image de notre organisation. Cela se fait aussi au niveau de ce que nous faisons en matière de temps, en matière aussi d'organisation, en un mot. L'organisation interne, si elle n'est pas efficace, l'impact de ce que nous faisons, de ce que toute organisation peut faire, peut être négatif à long terme. Alors, au sein du CDI, c'était de cadrer, malgré nos moyens limités, c'était de cadrer nos efforts au niveau d'une organisation beaucoup plus professionnelle, en évitant, bien sûr, des professionnels comme des professeurs d'université, des chercheurs ici au Burundi, mais aussi des professionnels en dehors du Burundi. On faisait appel aux différents experts comme je viens de le souligner. Alors, la confiance aussi se remarque au niveau de la gestion des fonds. Peu importe les moyens que vous recevez, il faut être, je dirais, comment dirais-je, il faut être très prudent avec l'argent des donateurs. La bonne gestion est extrêmement importante pour une petite organisation. Je me souviens, je pense que c'était l'année passée, on discutait de cette question par rapport au financement avec le professeur Mardini. Et il me disait, souvent, ça donne de la joie quand on donne de l'argent, quand tu donnes du salaire à beaucoup de personnes. Mais c'est très difficile de trouver, c'est très difficile de trouver ces moyens pour donner à ces individus. Alors, ça m'a fort éduqué pour comprendre que, oui, la bonne gestion est extrêmement importante dans des organisations qui travaillent dans un environnement très difficile comme le Burundi. Et ça m'a donné aussi une autre aperçu de savoir que dans une organisation jeune comme le Burundi, on a plus besoin de maintenir l'identification si des gens ou bien des personnalités qui peuvent appuyer non pas seulement des moyens financiers, mais aussi des moyens techniques. Des moyens techniques dont on a besoin toute autre organisation comme le CDI. Alors, pour attirer l'attention ou bien pour cadrer et avoir une équipe dynamique comme une équipe que nous avons au sein du CDI, je commence au sein du CDI, on a une équipe de blogueurs. Au Burundi, le blogging est l'un des moyens pour communiquer, pour promouvoir les idées dont il défend. Au Burundi, depuis 2015, on n'a pas de médias. Les médias privés ont été fermés par le gouvernement. Et la communication qu'on utilise, ce sont les réseaux sociaux
et parfois quelques médias qui restent ouverts aux idées, des idées qui sont différentes de celles du gouvernement. Et on a, pour attirer l'attention, pour se faire une place au sein de la société burundaise, c'était de penser, de réfléchir sur une équipe qui peut promouvoir ce que nous faisons à travers les différents supports de communication. Et ce qu'on a fait, on a fait une identification des blogueurs, une équipe de blogueurs qui écrit des articles. Cette équipe de blogueurs écrivait des articles pour la promotion des idées, pour donner de la valeur à notre concept de liberté, à notre concept de liberté. Et ça nous a permis effectivement d'avoir une place. Vu qu'on n'avait pas les moyens pour aller dans les médias, pour payer les médias, on a utilisé ce groupe d'individus qui ont des idées, qui mettent ces idées sur un papier, et nous avons développé une audience au niveau des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, pour partager les idées qui se retrouvent au niveau de ces articles. Et ces idées aujourd'hui sont beaucoup plus ont attiré plusieurs personnes vu qu'ils n'avaient pas l'accès aux médias privés. Et la seule moyen de communication, la voie d'accéder à l'information était restée au niveau du blogging. Et ces articles ont attiré l'attention des parlementaires, des membres du gouvernement, des médias. Et après avoir publié autant d'articles sur nos supports de communication, les médias ont venu chez nous. Ils ont venu chez nous, ils ont dit, voilà, vous avez des idées et ce sont des idées nouvelles. On aimerait vous inviter dans nos médias pour plus nous parler de ce que vous défendez dans votre organisation. C'est là où ça nous a permis d'avoir une place au sein des médias sans payer aucun sou. C'était très important, j'aimerais le souligner. Donc, Aimable, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Parce que je ne vous entends plus. Gisèle, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Ben, je vais passer à vous alors. Tout d'abord, je voudrais dire que j'ai pu attester et voir de mon propre œil la présence du CDE dans les médias, suivant la stratégie que Aimable vient de développer. Et puis, il y a Paisible du DRC qui qualifie Aimable de l'épicentre des idées libérales classiques en Afrique Grand Lac. Donc, je pense que c'est une belle description du travail d'Aimable. Gisèle, il y a beaucoup de questions sur le chat sur la crise post-électorale ivoirienne et comment vous avez pu survivre ou comment vous avez pu créer votre organisation en dépit de cette crise. Donc, si vous pouvez développer cette question-là. Voilà, c'est vrai que l'Institut a été créé en 2010, c'est juste l'époque des élections les plus… Enfin, ouais, je ne vais pas dire les plus troublées, elles sont souvent troublées. Mais c'est… Disons que ça a été un petit peu compliqué au début parce qu'il y a eu pas mal de fois notre site piraté, voilà, parce que c'était difficile à l'époque. De parler. On a été les premiers, je me souviens, avec les journalistes, qui a été très houleuse. Mais je veux dire que ça a compliqué les choses. Et puis, mais ça a aussi compliqué la création de notre structure en elle-même parce que l'administration était au ralenti, se cherchait, ce qui fait qu'il a fallu un temps énorme pour arriver à créer notre organisation, ce qui ne nous empêchait pas de travailler quand même. Mais malgré tout, bon, ça ne nous empêchait pas de faire les formations avec les étudiants, de réfléchir à l'avenir. Donc, c'est vrai que ça a freiné, mais pas complètement, parce qu'on a toujours des choses à faire. Et tous, on a bien vu qu'en ces périodes de Covid, un peu fermées et tout ça, on arrive toujours à faire des choses hyper intéressantes, même si on est freiné. Il suffit de revoir un petit peu notre planning. Mais ça, voilà. Pour répondre, ça a entravé, ça a freiné, mais pas entravé, pardon. Complètement. Il y a eu une autre question pour toi, pour vous, Gisèle, sur le chat. C'est comment décider des objectifs d'une façon claire et précise. Donc, est-ce que vous pouvez développer un peu cette idée-là? Je crois qu'il faut déjà parfaitement observer le contexte dans lequel on est. C'est vrai qu'on défend des idées de liberté, mais il faut vraiment contextualiser. Donc, ce qui peut nous aider à contextualiser, c'est déjà l'index de la liberté économique du Fraser Institute, qui permet de voir, par exemple, les faiblesses les plus importantes du pays.
et de voir aussi qu'est-ce qui est à notre portée, qu'est-ce que l'on peut changer et de quelle manière changer. Et ça, moi, je conseille à ceux qui ont posé cette question, je leur conseille vivement de s'inscrire. Maintenant, c'est traduit en français, les formations d'Atlas. Et il y a une formation très intéressante sur la communication qui explique qu'il faut savoir, quand on veut faire le grand saut pour aller d'une situation très mauvaise à la meilleure situation, il faut savoir choisir des étapes intermédiaires et se dire qu'est-ce qui est à ma portée dans un premier temps, qu'est-ce que je vais pouvoir changer. Alors, je vais dire sincèrement, c'est de la frustration parce qu'on a l'impression d'avancer petitement, de se renier parce qu'on sait où on veut aller et qu'on a peu avancé. Mais il faut toujours penser à regarder derrière pour voir d'où on vient et se dire qu'on a quand même avancé. Donc, c'est à partir de là qu'on peut se fixer des objectifs qui sont atteignables, sans quoi on va tous être démotivés dans l'équipe parce que si on n'atteint jamais rien, c'est pas bon. Donc, il faut quand même être audacieux et pas se fixer de trop petits objectifs, parler en équipe et puis voilà, se fixer des objectifs raisonnables, mais surtout très adaptés au contexte. Et à partir de là, je pense que ça peut permettre à chacun de déterminer des objectifs crédibles et stimulants. C'est très important d'être audacieux, surtout lorsqu'on s'appelle Audace Institut Afrique. Il y a César qui demande comment relever les difficultés si on n'est pas membre d'Atlas. Donc, je vais répondre à César en lui disant, rejoins Atlas rapidement, va sur leur site internet. Taroum a déjà partagé un lien pour des cours en français. Use et abuse, envoie des mails, enregistre-toi et commence. Il y a tous les entraînements, il y a toutes les formations, toutes les ressources en ligne qui peuvent être très bénéfiques. Et une fois que tu fais tout cela, je pense que tu seras bien sur le chemin. Je vais rester un peu avec Gisèle le temps qu'Aimable revient parce qu'il a eu un petit problème avec son Internet. Est-ce qu'il y a des recommandations? Parce qu'il y a beaucoup de questions sur la stratégie qu'il faut adopter, la façon avec laquelle il faut communiquer, tout cela. Donc, est-ce que vous avez des recommandations spécifiques pour des jeunes entrepreneurs qui ont envie de commencer leur travail à promouvoir les idées libérales du marché libre en Afrique? Quelles sont les recommandations que vous avez à leur donner? Ce que je leur donnerais comme recommandation, c'est de vraiment complètement doser leur communication. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que notre objectif, c'est de faire changer les choses, mais jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau des politiques publiques. Donc, même si on commence par des formations d'étudiants, on sait qu'on veut faire changer les politiques publiques. Et c'est vrai que parfois, on a le sang chaud, on a un sujet qui nous tient à cœur et on a envie de vraiment crier et de faire une campagne très agressive pour faire changer les choses. C'est vrai qu'on a des quantités de j'aime sur Facebook. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais il faut doser la campagne. Parce que je crois que si on veut faire changer les choses, il faut aussi, on travaille avec les autorités publiques, quels que soient les gouvernants des pays dans lesquels on travaille, c'est eux qui vont amener le changement. Donc, c'est avec eux qu'on va devoir parler et qu'on va devoir finalement convaincre pour faire le changement. Et si on humilie ces gens à travers une campagne trop agressive, il y a peu de chances qu'après, ils puissent nous écouter. Donc, c'est vrai que parfois, crier fort, ça nous fait du bien, on tourne le projecteur vers nous, on a plein de j'aime et on est content, mais à un moment, il ne faut pas forcément tourner le projecteur que vers nous, mais le tourner sur le chemin pour éclairer le chemin. Et là, je vais dire, c'est beaucoup plus douloureux, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai aussi dans ce cas-là, on a un peu l'impression de se renier, parce que on est obligé d'engager des discussions. Alors, moi, je veux dire, j'ai une stratégie, enfin, ce n'est pas la mienne, mais celle que je suis, c'est la stratégie en 3 points qui est séduire, rassurer et convaincre. Donc déjà, il faut séduire les membres, les décideurs, les rassurer pour seulement les convaincre. Les séduire, en griffe,
c'est vraiment ce que je disais, participer à des événements avec tant de politesse, écrire à leur service pour pouvoir être enregistrés sur leur liste d'invitation, pour pouvoir participer à ces événements importants qui vont nous permettre de faire entendre nos idées. Une fois qu'on y est, ça demande un travail très important parce que communiquer, c'est pas communiquer n'importe comment, dire juste je suis là. Il faut aussi avoir des idées intéressantes, avoir travaillé les dossiers sur lesquels il y a des réunions pour pouvoir intervenir, faire des propositions intéressantes. Ce qu'évoquait Swat dans un panel juste avant, c'est avoir des données fiables. C'est le travail d'une organisation comme les nôtres, pouvoir partager des données fiables et oser s'attaquer aussi à des sujets qui sont un peu tabous, sur lesquels personne ne veut travailler parce que c'est trop compliqué, parce que c'est se tirer une balle dans le pied. Je vois par exemple en Côte d'Ivoire, nous travaillons beaucoup sur la problématique du foncier rural et tout le monde disait « Ah mais c'est se tirer une balle dans le pied ». Et oser des sujets compliqués, avoir des données fiables, ça c'est la contribution des équipes qui vont consolider, puis le temps qu'on passe aussi à avoir ces données. Et donc, c'est en étant intégré dans le milieu et en donnant confiance, en étant une personne ressource qui arrive toujours à l'heure dans les réunions, qui est toujours présente quand il y a des événements, eh bien ça permet de faire changer les idées. Donc, la communication, il y a la communication qui est externe et la communication qui est plutôt du domaine de l'influence et qui ne se voit pas. Donc, c'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression que le think tank ne fait rien. Pourtant, il est toujours sur le terrain, il est toujours dans les réunions et il essaie de faire changer les choses. Et je vois, voilà, je peux dire que ça marche parce qu'on y est arrivé dans le cadre du foncier rural, on est arrivé à faire avancer la problématique de la contractualisation des baux en zone rurale, hein, sur un terrain qui était extrêmement sensible. Et là, je remercie mes équipes et notamment Sosten qui est présent là à ce panel, qui nous ont, qui m'a beaucoup aidé, voilà, concrètement, et ça nous a permis de faire changer les choses. Mais pour ça, c'est vraiment, en résumé, d'oser entre crier et influencer. Voilà. Et se dire que si on crie trop fort, après, peut-être qu'on restera que dans le plaidoyer, mais ça peut être un choix. Hein, ça peut être aussi l'étoile du Nord que s'est fixé ce think tank-là. Mais si on veut influencer les politiques publiques, il faut vraiment d'oser et ne pas humilier nos futurs en griffe partenaires. Et pour communiquer librement, et voilà, je pense que j'ai un tout petit peu de temps puisque je vois que notre ami n'est pas revenu du Aimable est revenu, donc il est revenu, donc je vais juste terminer là-dessus. Ensuite, je passe. Je voulais juste terminer sur un point, c'est dire que pour communiquer aussi efficacement, il faut s'efforcer, même si c'est une certaine souffrance quand ça se présente, mais de refuser des fonds publics de manière à toujours garder cette indépendance et cette capacité d'être libre de dire ce que l'on souhaite. Voilà. Donc, je laisse la place Gisèle. à Aimable. C'est très instructif, très utile. Je suis très content de la description que vous avez faite concernant le fait de ne pas être agressif et hostile envers les gens qu'on a envie d'influencer, n'est-ce pas? Et du coup, je vais passer la même question à Aimable. Est-ce que vous avez des recommandations à nous donner sur comment influencer les décideurs publics pour aboutir aux réformes que nous envisageons? Oui, merci beaucoup. Alors, comme on recommande ça, je pense que je vais vous donner beaucoup plus les détails de ce que nous faisons ici. Alors, au Burundi, comme je le disais au début, c'était très difficile d'avoir une place dans la société burundaise avec notre approche. Changer, influencer, essayer d'attirer l'attention. Et pour attirer l'attention, que ce soit des médias, que ce soit des réformateurs, que ce soit des législateurs, on était censé mettre en place toute une stratégie pour se faire une place. Tout au début, c'était une façon d'aller petit à petit, parce qu'il y avait de la peur. Si nous parlons ceci, si nous agissons de telle manière, ça peut créer un problème pour nous.
Mais on a constaté que le fait d'aller de manière progressive, ça peut aussi ralentir ce que nous faisons et ça peut aussi démontrer notre faiblesse d'une autre manière. Alors, pour se faire une place, il fallait démontrer notre visibilité au niveau des réseaux sociaux. Ça, c'est un. Deuxième chose, au niveau des médias. À travers ces supports de communication, ça nous a donné une place. Mais il faut savoir, pour qu'on puisse avoir une place, il fallait dire des choses contraires de ce que le gouvernement partage au niveau de ces réseaux et au niveau aussi de ces médias. Pour se faire une place, il fallait venir avec une autre approche, une autre idéologie qui est différente de celle du gouvernement. Et pour se faire une place, il fallait aussi hausser le ton envers ce qui ne va pas au niveau des médias, à parler de ce qui ne va pas, la faiblesse du gouvernement, et parler aussi de notre approche pour que les efforts des différents groupes puissent aider plus de gens. Alors, au niveau des médias, on n'est pas là pour caresser le gouvernement. Au niveau des réseaux sociaux, on n'est pas là pour caresser un groupe de gens qui est en train de tuer, de maltraiter ou bien de faire la vie beaucoup plus difficile. On est là pour parler des choses qui peuvent aider les gens à sortir dans des situations difficiles. Et au sein du CDI, on l'a fait pour se faire une place. À travers cette stratégie, ça nous a donné des alliés au sein du Parlement. Ça nous a donné des alliés au sein des médias. Et ça nous a donné aussi une opportunité d'avoir des invitations en provenance du gouvernement pour nous écouter. Et disaient, non, ces gens-là ont des idées, une nouvelle approche, on doit les écouter s'ils ne vont continuer à faire du bruit au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux. C'est ça, tout dépend alors de l'approche d'un think tank, mais aussi ça dépend aussi du charisme de l'équipe, de l'approche de l'organisation. Au sein de notre organisation, pour atteindre ces réformes, pour attirer l'attention des réformateurs, on a plus utilisé ces deux types de canaux pour attirer l'attention des réformateurs. Aujourd'hui, si des agences de régulation sont en train de produire un document qui sera soumis au sein du ministère X ou bien au sein de l'Assemblée nationale, et il y a toujours une invitation qui est envoyée chez l'OCDE pour qu'ils puissent venir apporter des idées, apporter des propositions. Sinon, ils savent qu'il y aura un événement, il y aura une intervention, il y a des articles, il y aura quelque chose qui va être soulevé par l'OCDE en contrepartie de ce qu'ils ont fait contre la liberté de choix des gens. Alors, si on a eu cette place, c'est parce qu'on a eu des gens. C'est parce qu'on a eu, tout d'abord, on a eu des gens qui nous influencent aussi positivement en matière d'influencer des réformes, comme Mardini, tu vois. Et, lorsque Mardini, par exemple, parle d'un autre événement, c'était l'année passée, il était là devant des membres du gouvernement, il était là devant des agences de régulation, devant des entrepreneurs, et il disait tout ce qu'ils doivent entendre, ce que d'autres gens n'osent pas parler dans des conférences, dans des médias. Donc, c'est ça des gens qui nous influencent aussi à faire booster, à faire influencer des choses ici dans notre pays. Et je pense que pour influencer les choses, même si c'est très risqué, vous savez, les think tanks, ce sont des entreprises. Et les think tanks sont dirigés par des entrepreneurs. Et les entrepreneurs prennent des risques. Et au Burundi, on a décidé de prendre des risques en influençant, en utilisant différentes voies pour essayer de donner un avenir beaucoup plus à nos amis, à nos frères, à nos sœurs. Si nous ne faisons pas cela aujourd'hui, demain, qui va le faire? Si nous maintenons notre voie progressivement, ça peut créer un autre boom de problèmes qu'on n'avait pas réfléchi au début. D'autres disent que je suis encore jeune, mais je me dis qu'il y a d'autres. Au Burundi, avec 60% de jeunes, on a besoin de soutenir ces jeunes. Il y a des femmes
qui essaient de travailler très dur pour sortir de la pauvreté dans notre pays, mais qui n'ont pas une voix. Et nous sommes là, cette voix, pour essayer de parler des défis qu'elles font face. Nous sommes un think tank pour ne pas aller avec des discours politiques, des discours qui caressent, mais des choses concrètes qui peuvent aider les gens concrètement à sortir de cette situation que nous faisons face. Si nous ne faisons pas ceci, si nous n'essayons pas de changer les choses, si nous n'essayons pas de parler à travers les différentes voies, un jour, l'histoire va nous rattraper. Merci, merci aimable. Gisèle, je vous laisse conclure. Si vous voulez rajouter quelque chose, il y a beaucoup de questions sur le moment où vous avez commencé, combien de personnel vous aviez, tout cela. Je ne pense pas qu'on aura le temps de le couvrir. Donc, je vous laisse conclure la session. J'ai laissé d'ailleurs dans la conversation mon adresse mail pour ceux auxquels je n'ai pas pu répondre. Et peut-être terminer comme je l'ai commencé. Voilà, je parlais de cette fameuse étoile du Nord. Et ce que je conseille à toutes les organisations qui nous regardent, c'est vraiment de se fixer justement cet objectif, ce port, cette étoile, de manière à trouver les vents favorables, sans quoi on ne sait pas si on tourne en rond, on ne profite pas des opportunités qui se présentent si on ne sait pas exactement où on veut aller. Et je crois qu'il faut être assez audacieux et pas trop peut-être précis en termes d'objectifs, mais savoir dans quel sens on souhaite aller et que ça marque vraiment l'organisation et que ce soit le terreau finalement fertile qui va permettre aussi en interne à l'organisation de trouver la force d'affronter les difficultés. Et après, je dois dire qu'on a parlé des difficultés, mais il y a énormément de joie aussi de voir avancer les choses et de voir l'impact de ce que l'on fait. Et il faut vraiment, ces moments-là, s'arrêter, se nourrir de cet impact parce que c'est ça qui va nous donner la force du prochain combat. Très bien, merci beaucoup Gisèle. Je voudrais vous remercier, vous aimables, pour vos interventions. Je voudrais également remercier les participants pour l'interaction et les questions. Et pour conclure, merci à Atlas pour ce travail génial qu'ils sont en train de faire autour du monde, en Afrique, mais partout aussi dans le monde. Je dis toujours, l'Afrique, c'est le futur. Tout le monde regarde l'Afrique parce qu'on sait qu'il y a un grand potentiel là-bas. Et le travail de Gisèle, d'Aimable, d'Atlas et de toutes les autres organisations montre bien le chemin. Et j'espère que le futur serait aussi remarquable que leur travail aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde et à très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup Gisèle, Aimable et Patrick. Vous êtes formidables. Et merci à notre participant. Assurez-vous de vous joindre pour notre session prochaine. Africa Liberty Award débutera dans 15 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Patrick. Merci beaucoup. Bye bye.